vous avez bien retenu. Merci beaucoup, merci à vous, merci inspecteur. Et tout de suite, nous allons recevoir monsieur Diagne Jean-Cyr Sakura. Voilà. Je pense qu'il va me rectifier tout à l'heure quand il sera là sur le plateau. Je pense que c'est bien Sakura Jean-Cyr Diagne. Il était là il y a quelques jours ou bien il y a quelques semaines avec nous. Nous avions découvert avec lui ou bien retrouver avec lui le poème de Médée L'aube et volontiers je lui transmettrai un message d'une mamie qui me disait le cours de monsieur Diagne me rappelle mes premiers jours à l'école au lendemain des indépendances à l'école Balabé. Cette dame, elle s'appelle Madame Awa Dian de la cité Maurice Pilot de Thiès. En tout cas, monsieur Diagne, merci de revenir. Je pense c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons, nous qui sommes sur le plateau de la télévision Futurs Médias, mais aussi les téléspectateurs et les apprenants qui sont chez eux et qui regardent. Bienvenue, bismillah, dalal jàmm. Merci. Et les gars, comme d'habitude, notre devise, une âme saine dans un corps sain. Donc, le préalable, ça ne nous servira à rien si on n'est pas vivant. Personne n'est utile mort. Faisons tout pour rester vivant. Ok, les gars? Donc, aujourd'hui, comme nous l'avions dit, c'est toujours, quand je vous ai vu venir, c'est toujours ces reculs en arrière que vous me faites. D'habitude, vous ne vous asseyez jamais, vous ne vous levez jamais. Mais quand je suis entré, tout le monde se lève là, j'ai compris vos trucs de mbarane là. Alors, qu'est-ce que vous voulez encore? Quand vous faites ça, c'est toujours parce que vous voulez quelque chose qui ne fait pas partie du programme. C'est quoi le problème? Ok. Toujours les flashbacks, les reculs en arrière, comme ça. Mais chef, comment on peut être la malicune jusqu'en terminale? La notion de genre et de courant n'est pas toujours claire dans vos têtes. Non mais, attendez, ce qui vous fatigue, les gars, c'est que vous avez une approche de la littérature qui n'est pas pertinente. Ce n'est pas une affaire de date, de noms d'auteurs et de trucs qu'il faut capter par cœur. Car n'oubliez pas que dans la littérature, il y a un thème essentiel. Et ce thème essentiel, c'est l'homme. Alors, Bion disait que tous ces hommes sont frères. Donc lire, faire une histoire de la littérature, c'est se chercher soi-même. Et regardez comment s'élabore votre programme de littérature. Vous savez que vous venez en classe de seconde en quittant la troisième. Et la troisième, vous la quittez avec, par exemple, des modules, par exemple, des livres comme, je crois, vous avez toujours là-bas comme programme Une si longue lettre de Mariama Ba, comme œuvre intégrale, et Vol de nuit d'Antoine de Saint-Exupéry. Mais attends, on n'a pas mis là-bas ces œuvres pour vous obliger juste à les lire. Mais ces œuvres participent dans votre humanisation, dans votre formation d'humain. En vous faisant lire Mariama Ba, c'est pour dire que maintenant vous avancez dans la vie. C'est de poser aux filles, écoutez, si vous étiez Ramatoulaye, si vous étiez Aïchatou, aux garçons, si vous étiez Modou Fall, si vous étiez l'autre. Mais donc, et pour Saint-Exupéry, c'est le livre que j'adore. C'est lui qui me permet de vous avoir. La grande morale de cette saga des aventuriers du ciel, c'est juste de placer en vous une morale. L'important dans la vie se trouve dans l'exercice d'un devoir et non d'une volonté. Et c'est ça qui vous amène ici. Donc personne n'a le droit d'être en seconde s'il n'est pas responsable. Et c'est sur votre responsabilité que nous comptons pour vous faire ce que vous devez faire. Car la morale que Saint-Exupéry a placée en vous pour votre BFM, c'était de vous faire comprendre que dans la vie, les grands hommes, c'est ceux qui font leur devoir et qui se méfient de leur volonté. Allez Malik, je reviens donc pour te dépanner. Tu avais dit que ton problème, c'est entre courant et genre littéraire. La littérature, elle participe à ça. Ce ne sont pas que des mots pour parler français, pour trucs. Non, à l'intérieur de la littérature, il y a une thématique. Et la littérature, c'est une aventure. Et cette grande aventure a un héros. Cet héros, c'est l'homme. Et ces hommes, c'est d'autres nous-mêmes, comme dirait François Villon, frères humains qui sont dessemblables. Tous les hommes sont frères, tous les humains sont les mêmes. Donc, aller dans les livres, aller vers la littérature, c'est se découvrir soi-même, c'est apprendre en confrontant ce monde fictif des livres avec son propre monde, se découvrir soi-même. Car en lisant les œuvres, aussi bien que Chambre 7, qu'un autre livre, Une si longue lettre, nous nous lisons nous-mêmes. Nous avons les mêmes réactions, les mêmes sentiments, nos colères, nos haines, nos amours par rapport aux aventures que nous travaillons. Bref, qui disait que lire, c'est se découvrir, lire, c'est aller vers le monde. Et donc, on vous envoie ici
en terminale, on vous envoie au second cycle, en seconde, avec maintenant ce bagage de responsabilité que vos professeurs de collège ont placé en vous. Parce que là, vous avez quitté l'adolescence, vous êtes costaud et autres. C'est pourquoi on vous met en responsabilité. Et la responsabilité, c'est comme je sais que j'ai croisé devant la porte qui a des problèmes avec le gardien. Parce qu'il n'avait pas mis sa tenue. Le gardien lui demande qu'il ne pourra pas entrer, il amène là-bas des bouquins. Mais je ne suis pas responsable. Le gardien là, il pouvait être ton grand-père. On l'a mis là-bas et on lui a donné comme ordre que les élèves se reconnaissent à travers la tenue qu'il porte. Tu n'en portes pas, tu n'es plus élève. Et qu'est-ce que tu vas lui faire? Il pourrait être mon père et comme ton grand-père. Allez, mets ta tenue et tu es dans le règlement. Donc je disais que si vous venez à ce niveau, c'est de cela dont il s'agit. Vous entrez en droite ligne dans une longue aventure dont vous êtes la finalité. C'est-à-dire c'est une longue histoire humaine qui va du XVIe siècle et qui vient vers vous. Pourquoi le choix du XVIe siècle? C'est un choix arbitraire. C'est juste un choix arbitraire. On pourrait bien choisir autre chose que le XVIe siècle. Mais pourquoi on a choisi le XVIe siècle? On a choisi le XVIe siècle comme point de départ, car dans l'histoire de l'humanité, ce siècle XVIe correspond à une période qu'on a appelée la Renaissance. Et pourquoi la Renaissance? Les gars, je vous le dis, souvent c'est vous qui amenez des problèmes. Parce que vous captez les modules, vous ne captez pas les concepts. En troisième, on vous a dit qu'un mot se décompose et contient un radical, un sens. Donc le préfixe re veut dire de naissance, venir au monde. Et on vous dit une deuxième naissance. Mais qu'est-ce qui a connu une deuxième naissance? L'humanité n'est pas née au XVIe siècle. Il y a le 15, 16, l'Antiquité, le Moyen-Âge. Ce n'est pas qu'à la Renaissance que l'humanité est née. Mais on a appelé cette période Renaissance, deuxième naissance. Et pourquoi une deuxième naissance? C'est là où vous démarrez vos programmes en seconde. Cette deuxième naissance de l'humanité. Et cette deuxième naissance de l'humanité va d'ici et arrive jusqu'à toi, Malick Thioune, c'est-à-dire à nos jours. À nos jours. Et cette longue aventure de l'humanité est comptée par siècles. Du 16e, vous passez au 17e, au 17e, vous passez au 18e, 18e, vous passez au 19e, 19e, vous passez à 20e, et le 20e, vous êtes à l'aube de vos millénaires qui nous mènent vers vous. Et donc, chaque siècle, c'est 100 ans, vous le savez, et chaque siècle contient. Ce siècle est appelé le siècle de la Renaissance, de la deuxième naissance de l'humanité, parce qu'il va connaître un ensemble de phénomènes qui vont faire que, comme on a l'impression que l'humanité venait de naître, n'oubliez pas que c'est le siècle où l'on a découvert ce petit objet qui permet aux navigateurs d'aller très loin dans les océans sans se perdre et qui leur indique la direction, qu'on appelle la boussole. C'est aussi le siècle de la découverte, le caravelle, du gouvernail qui permet de voyager et d'aller au-delà des océans. C'est ainsi que le long des tribulations de par le monde, les Européens vont entrer en contact avec d'autres nations qui n'étaient pas connues. Je n'aime pas le terme de... Ils ont découvert. Ils n'ont découvert personne parce que les gens étaient déjà là-bas chez eux. Ils sont entrés en contact. C'est ainsi que, par exemple, Christophe Colomb est entré en contact avec l'Amérique. L'Afrique est découverte. Ouais, les Européens se rendent compte, tout égoïstes qu'ils ne sont pas seuls dans le monde. Qu'au-delà des océans, il y a d'autres. Montaigne dira même, notre monde vient d'en découvrir un autre. Et ces ensembles de découvertes techniques scientifiques, c'est comme aussi un merveilleux objet de Gutenberg qui est l'imprimerie, va participer à cela en permettant la diffusion et la multiplication de la connaissance et des savoirs. Donc c'est ce phénomène qui gravite autour du XVIe qui a fait qu'on a appelé le XVIe siècle le siècle de la Renaissance. Au-delà du XVIe, il y a le Moyen-Âge. Pour les habitants du XVIe siècle, le Moyen-Âge est présenté comme une nuit noire d'ignorance. Et les Lumières ont commencé au XVIe. Et cette nuit noire d'ignorance, comme dirait François Rabelais, trouve en une sorte d'obscurantisme. À cette époque-là, on avait une vision obscurantiste du passé. On disait que le Moyen-Âge, voilà, c'est l'obscurantisme. Mais avec la Renaissance, l'angoisse devant la mort, si caractéristique du Moyen-Âge, qu'on appelait le memento mori,
en latin, le concept qui signifie souviens-toi de la mort, va céder la place à une nouvelle philosophie qu'on appelle le carpe diem. En latin, ça veut dire cueillir le jour, mais c'est une philosophie du bonheur, profiter de la vie. Le bonheur, la quête du bonheur n'est plus considérée comme un péché. L'homme est sur terre et il a le droit de chercher le bonheur. Et le père de ces temps modernes, l'écrivain qu'on appelle le père des temps modernes, est un écrivain de cette époque. Il s'agit de François Rabelais. Et nous avions pris certains textes de Rabelais qui pourraient nous permettre d'entrer en droite ligne dans ce siècle pour placer les prémices de ce long voyage qui nous mène à vous, qui part du 6e à vous, jeunes, à vous mes élèves, à vous, à nous tous, l'humanité, pour qu'on puisse savoir que nous sommes le résultat de long processus de progrès de l'humanité où chaque génération, chaque siècle, comme dans une course de relais 4 fois 100 mètres, remet le témoin à une génération qui court la remettre à une autre, qui la remet à une autre, qui la remet à une autre. On va essayer de voir ce texte de Rabelais qui nous permet vraiment de camper le truc avant d'évoluer sur les courants et les genres littéraires. Entrons dans ce texte. J'y tiens, les gars, je voudrais bien qu'on le découvre, ce texte de Rabelais, pour qu'on le décompte et qu'on le découvre ensemble. Il est là. Voilà. Donc là, c'est un peu, on va définir ça quand on va arriver. Mais je tombe sur ce texte. Quand Pantagruel fut né. C'est le premier texte de cet auteur qui parle beaucoup de lui et qu'on considère comme le père des temps modernes, le fondateur de la modernité, François Rabelais. Et François Rabelais, dans la préface de ses livres, avait averti les gars. Il a dit que mieux vaut de rire écrire que de larmes pleurer, car rire est le propre de l'homme. Donc sur un ton humoristique assez badant, il cache de grandes vérités, car il a ajouté aussi, il faut casser l'os pour en saisir la substantifique moelle. Ah oui, il a dit en wolof toj yax bi pour mën a xam lu muy nëbb. C'est absolument raison. Non, c'est un écrivain et ce texte est assez plaisant car c'est un texte qu'on peut appeler incipit au début de son qui nous raconte l'histoire de la naissance du héros de ces aventures dont le nom est Pantagruel. Et le texte, c'est quand Pantagruel fut né. Et son père s'appelle Gargantua et sa mère s'appelle Badebec. Mais ce problème, nous allons le faire rapidement. Quand Pantagruel fut né, qui fut bien ébahi et perplexe, ce fut Gargantua son père, car voyant d'un côté sa femme Badebec morte et de l'autre son fils Pantagruel né, tant beau et tant grand, ne savait que dire ni que faire. Et le doute qui troublait son entendement était de savoir s'il devait pleurer pour le deuil de sa femme ou rire pour la joie de son fils. Pleurais-je, disait-il, oui, car pourquoi ma tant bonne femme est morte, qui était la plus ceci, la plus cela qui fit au monde. Jamais je ne la reverrai, jamais je n'en retrouverai une telle. Ce m'est une perte inestimable. Oh mon Dieu, que t'avais-je fait pour ainsi me punir? Que n'envoyais-tu plus la mort à moi premier qu'à elle, car vivre sans elle ne m'est que languir. Ah Badebec, ma mignonne, mamie, mon petit con. Toutefois, elle avait bien 3 arpents et 3 extraits. Ma tendrette, ma braguette, ma savette, ma pantoufle. Jamais je ne te verrai. Ah pauvre Pantagruel, tu as perdu ta bonne mère, ta douce nourrice, ta très aimée. Ah fausse mort, tant tu m'es malivole. Pourquoi tu m'as outragé de ne pas me prendre le premier qu'elle a appartenu la modernité de droit? Et se disant, il pleurait comme une vache. Mais tout soudain, il riait comme un veau. Quand Pantagruel lui venait en mémoire. Oh mon petit-fils, disait-il, mon couillon, mon péton, que tu es joli, tant, etc., etc. Se disant, où il a litanie des mémentos des prêtres qui étaient là, etc., Seigneur, etc. Donc cette histoire nous raconte l'histoire de la naissance de héros des aventures de Gargantua, Pantagruel. Et qu'est-ce qui se passe? Sa naissance correspond avec la mort de sa mère. Sa mère est morte en lui donnant naissance. Et son père, qui est Gargantua, est face à ce qu'on appelle un dilemme. Il est là. Devant le malheur d'avoir perdu sa femme, il se plaint. Mais quand il se plaint et que ce malheur l'astreint, quand il se retourne et qu'il voit son bébé, il est gagné de joie. Car avant de mourir, sa femme lui a laissé un beau bébé. Et il termine, par exemple, son texte devant ce malheur-là. Et il dira que, par exemple, Seigneur Dieu,
Pourquoi je me fais de malheur? Cela me fâche, je ne suis plus jeune, je deviens vieux, les temps est dangereux, je ne pourrai pas prendre quelques fièvres en gardant ce malheur d'avoir perdu. Foi de gentilhomme, il vaut mieux pleurer moins et boire davantage. Ma femme est morte, et bien par Dieu. Je ne pourrai pas la ressusciter par mes larmes, par mes pleurs. Elle est bien, elle est au paradis pour le moins si mieux née. Elle prie Dieu pour nous, elle est bien heureuse. Elle ne se soucie plus de nos misères et calamités terrestres. Autant nous en prend à l'œil. Dieu garde le demeurant. Il me faut penser à trouver une autre. Massamba, ce sont juste un texte que j'ai choisi en hommage à vous. Remplaçons Badebek par Adiahar Mberi et nous avons Pantagruel Mamdiara. La vie continue. Et Pantagruel, son nom est composé d'un préfixe qu'on retrouve sur l'épidémie de nos jours, le préfixe pan, qui signifie en français tout. Et son nom Gruel signifie qui a soif. Pantagruel signifie qui a soif de tout. Or, cette soif-là ne pourrait être étanchée que par le vin. Attention, je vous l'avais dit, chez Badebek, chez plutôt Rabelais, il faut casser l'os pour en saisir la substance ferme. Derrière cette bizarre aventure d'une petite famille où il y a une naissance, la maman décède, le père est là. Il y a aussi une métaphore. Cette mère qui meurt, qui s'appelle Badebek, qui part, elle incarne les temps passés. L'Antiquité, le Moyen-Âge, la nuit, non. Mais ce bel enfant qui est né, qui s'appelle Pantagruel, dont le nom signifie qui a soif de tout. Mais cette soif-là, c'est les connaissances, c'est le savoir. Il incarne ce qu'on appelle les temps modernes, qui va vers l'avenir, qui nous mène vers les découvertes, les techniques, vers la connaissance, vers le savoir, vers le monde, vers l'humanité. Donc, tant que la mort est là, mais la vie continue et la vie est plus puissante que la mort. C'est pourquoi la force de l'humanité devra remporter ce combat sur cette pandémie. Donc, c'est ça le texte. Donc, si nous cassons l'os, derrière cette banale aventure d'une femme qui perd la vie, c'est une époque qui s'efface, incarnée par la mère. Dafa xewi moom dem na waaye demul néewul ndax bàyyi na fi doom jooju nag mooy avenir. Moi, Pantagruel, lui à qui appartient le monde, celui-là qui a soif de toutes les connaissances et qui y va. Et donc, à un moment donné, Pantagruel grandit. Et voilà ce que son père lui demande. Je tiens à ce texte pour que vous le découvrez. Maman est morte, maintenant c'est papa qui parle à son fils. Maintenant, mon fils, je te conseille que tu emploies ta jeunesse à bien profiter en études et en vertu. Tu es à Paris, tu es chez ton précepteur épistémon. L'un par un enseignement vivant et oral, l'autre par de louables exemples peuvent t'endoctriner. J'attends et je veux que tu apprennes parfaitement les langues. Premièrement, la grecque, deuxièmement, la latine, puis l'hébraïque, puis les saintes lettres, la chaldéique et l'arabique pareillement. Qu'il n'y ait histoire que tu ne tiennes en mémoire présente. Des arts libéraux, géométrie, arithmétique, musique. Je t'en donnais le goût quand tu étais encore petit, en l'âge de 5 ou 6 ans. Continuant le reste. De l'astronomie divinatrice, changeant tous les textes et considère-la avec l'alchimie comme des habits et vanités. Du droit civil, je veux que tu saches par cœur les beaux textes. Et quant à la connaissance des faits de la nature, on aurait dit aujourd'hui SVT, je veux que tu t'y adonnes avec soin. Qu'il n'y ait ni mer, rivière, ni source dont tu ignores les poissons. Tous les oiseaux de l'air, tous les arbustes des forêts, toutes les herbes de la terre, tous les métaux cachés au ventre des abîmes, des pierreries de la terre, de l'Orient et du Midi, que rien ne te soit inconnu. Mais parce que selon le sage Salomon, connaissance n'entre point en âme malveillante et que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ah, voilà la belle citation avec laquelle vous parlez tout le temps. Tu dois servir, aimer et craindre Dieu et mettre en lui toutes tes pensées, tout ton espoir. Et par une foi nourrie de charité, tu dois être uni à lui, de sorte que tu n'en sois jamais séparé par le péché. Méfie-toi des habits du monde et prends en cœur les futilités, car cette vie est transitoire, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Mais ce texte, c'est une recommandation divine. On a comme une sorte de palimpseste du premier verset coranique. Iqra, semble-t-il dire à son enfant. Apprends. La Bible dit aux chrétiens, la mission cherche et tu trouveras. Donc l'humanité doit être ouverte vers la quête, vers la recherche, vers la science. Et celui qui va faire ça, c'est son héros qui s'appelle Pantagruel. Pantagruel qui a soif de tout donc, doit aller vers la découverte du monde, doit aller vers la connaissance du monde et aller un tout petit peu vers cela.
Oui. Donc, en allant vers la découverte du monde, ce héros dont nous parlions, qui est né ici à la Renaissance, va partir. Et il ira vers cette recommandation de son père, que rien ne te soit inconnu. Et il ira. Cet enfant dont le nom est Pan, que vous avez dans le nom, Pan signifie en français tout. Quand on dit pandémie, ça veut dire une épidémie qui ne laisse personne, aucun pays du monde étranger. Quand on dit qu'un tel est un panafricaniste, c'est-à-dire qu'il ne se définit pas comme sénégalais, il se définit comme guinéen, malien, militant de toute l'Afrique. Pan signifie en français tout. Et Grouel veut dire qui a soif de tout. Donc ce héros qui a soif de tout ira chercher la 10 bouteilles qui contient le breuvage qui va étancher sa soif. Au-delà de ses pérégrinations, il viendra découvrir cette bouteille et il prendra le liquide. Et quand il ouvrira, il trouvera dedans un papier qui lui dira « trinque, bois ». Et quand il boira, cette boisson-là, c'est du vin. Mais attention, nous l'avons dit, chez Rabelais, tout est métaphore. Le vin n'est pas de l'alcool, mais le vin, c'est cette connaissance, ce qui remplit l'âme de toutes les connaissances. Car comme il le disait, de vin, divin, on devient. De vin, divin, on devient, dit ce garçon. Donc voilà en gros. Donc vous tous, dans la classe, vous devez être des Pantagruel. Vous devez continuer cette quête de connaissance au nom de l'humanité, au nom de la recherche de la vérité, au nom de la recherche de l'amélioration du sort de l'humanité. Donc, de la Renaissance est née cette philosophie qui met en centralité l'homme, le respect. Cette philosophie qui met en centralité l'homme donne le premier courant de la littérature qu'on appelle l'humanisme. Qu'est-ce que c'est que l'humanisme? C'est la foi en l'humain, la confiance en l'homme comme étant capable de trouver toutes les solutions aux problèmes auxquels il sera confronté. J'ai confiance en l'humanité et je sais que, africaine, européenne ou asiatique, elle trouvera la solution pour bloquer cette pandémie-là qui, dans quelques mois, ne sera qu'un vilain souvenir. Quels que soient les mauvais augures qu'il annonce, nous sommes plus forts que le Covid-19 et on trouvera une solution. L'humanité survivra. Bien. Donc cet humanisme, cette foi en l'homme, c'est né ici. On n'entend plus rien, les bras croisés. Dieu nous a donné une intelligence. Et cette intelligence-là, utilisons-la à bon escient. De l'humanisme maintenant, les gars, c'est cette période aussi où l'on a créé ce carpe diem avec, vous allez découvrir les premières écoles poétiques littéraires avec la Pléiade, les Ronsard, les Joachim du Bellay et autres. Vous voyez tout le temps chez du Bellay cette poésie de la fuite du temps. Le temps s'en va, le temps s'en va. Mais les filles, il faut venir pour qu'on s'aime avant qu'on ne vieillisse et qu'on meure. D'ailleurs, on alerte les femmes pour leur dire que votre beauté, elle est comme une rose. La rose, elle est très belle le matin, mais le soir, elle est fanée. Donc la beauté d'une femme, elle est éphémère. C'est des philosophies qu'on retrouve dans toutes les cultures. Rafetaayu jigéen moom yàggul ci quelques années la donc bu ngeen rafetee profitoo leen ci am jëkkër dund seen dund te bañ a toog rek topp seen taar ba su xëy suba am 45 ans ménopausé. Donc c'est un tout petit peu ça la réalité. Donc cette philosophie de la Pléiade par les poètes, la Pléiade, elle, s'est toujours exprimée en poésie. Et c'est là-bas où l'on va vers la découverte de cette forme poétique héritier du moyen de l'Italie, que l'on appelle le sonnet. Poème de forme fixe, composé de 14 vers, disposés en 2 quatrains et 2 tercets, dont le maître syllabique est l'alexandrin ou le vers de 12 pieds. Vous l'avez découvert. Donc, après l'époque classique, on arrive au dernier écrivain après la Pléiade qui ferme le siècle. Il s'appelle Michel de Montaigne. Montaigne semble répondre à Rabelais pour lui dire que ouais, ton Pantagruel là, tu lui remplis la tête de trop de connaissances. Mais les connaissances livresques ne suffisent pas. Il faut que les gens voyagent, il faut qu'ils fassent l'expérience de la vie, il faut qu'ils aillent au contact d'autres mondes. D'où sa célèbre réponse à Rabelais quand il dira que c'est bien une tête pleine, mais une tête bien faite vaut mieux qu'une tête bien pleine. Vous voyez, en réalité, au second cycle, ce qu'on nous demande de faire avec vous, c'est un mouvement des idées. Et si vous perdez le fil, vous traînez des lacunes. Car comme dirait le professeur de PC, c'est la même chose. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Si vous ratez le début, vous avez des problèmes. Car
ce ne sont que des témoins, comme je l'ai dit matériellement, un témoin d'une longue course qu'on se transmet de génération en génération, de siècle en siècle. Si vous ne savez pas, vous vous perdez. C'est ça qui fait que le bac, il ne se prépare pas en terminale, en français, il se prépare en seconde. Dès que vous captez, cela ne vous échappe plus. Du 16e, vous passez à l'époque classique, du 7e. L'époque classique aussi est un siècle qui continue cette phénomène. Donc, ce que je voudrais remarquer aussi, c'est que, qu'est-ce que vous vous rendez compte à cette époque? Chaque époque charrie ce qu'on appelle un idéal social. L'idéal social, c'est dans une époque, le modèle social dont doivent ressembler les humains. C'est-à-dire, qui sont les meilleurs humains de cette époque? Donc, au 16e, une bonne personne, c'est une personne qui avait des connaissances et des savoirs, qui était ouverte dans le monde, qui avait beaucoup appris. Et maintenant, au 17e aussi, on retrouve la même chose, avec un idéal social qu'on appelle l'honnête homme. L'époque classique a créé un idéal social de l'honnête homme. Qu'est-ce que c'est qu'un honnête homme? Ils ont dit qu'à l'époque classique, l'honnête homme, c'est une personne qui met sa raison. Donc ce long voyage ne peut pas se terminer aujourd'hui. Mais sachez que vous ouvrez vos hostilités, vos cours à partir de cette époque. Et de là, nous allons progresser. Donc, pour anticiper par rapport au cours prochain, je vous demanderai même d'anticiper en me cherchant la signification de ces mots en exercice. Trouvez-moi ce que signifiait au XVIIe siècle le concept d'honnête homme. Et trouvez-moi le sens du mot classicisme. Et aussi, trouvez-moi le sens de ce qu'on appelle une fable. Donc ça me fera plaisir si vous anticipez sur ce que nous allons faire et nous allons continuer ce long voyage à travers les siècles, à travers les courants et les genres littéraires pour aider tout le monde la prochaine fois à avoir toutes les marques pour que désormais rien ne vous échappe en littérature et que vous compreniez que c'est une belle aventure dont vous-même vous êtes les héros. C'est facile car le thème central c'est des humains et vous-même vous êtes des humains. On continue la prochaine fois les gars. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Diagne, et vivement le prochain cours. Peut-être nous verrons le siècle des Lumières. J'adore le siècle des Lumières. Pourquoi? Je ne sais pas. Comptez sur moi. Nous allons nous éblouir ensemble de ces lumières. J'espère bien. Merci beaucoup. Je pense qu'ils ont pris bonne note. Merci pour ce rappel. Pour les élèves qui sont en classe de terminale, je pense que vous l'avez dit tantôt, c'est un programme des cours que nous voyons en classe de seconde déjà. Donc, merci beaucoup pour ce rappel. Donc, vous revenez pour le 18e et le 19e siècle et ainsi de suite. J'espère que Malik sera aussi avec nous et qu'il va rester dans la classe pour le prochain cours. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Et encore mille merci pour Demain de l'aube. C'est encore frais. Merci, madame. Chez nous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, inspecteur. Voilà, c'était tout aujourd'hui avec M. Diagne Sakura. Il va revenir la prochaine fois, Inch'Allah. C'est toujours un plaisir de vous suivre. C'est aussi toujours un plaisir de recevoir les enseignants dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Chers enseignants, même si je sais que vous allez me le préciser, c'est votre salle. Donc, merci pour la générosité. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, inspecteurs. Merci à vous. Merci aussi à tous ces enseignants qui ont bien voulu partager cette salle des profs. Encore une fois, inspecteur, merci. Vous ne prenez plus la craie, mais vous êtes ensemble avec nous, toujours dans la salle des profs. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Et c'est l'occasion de féliciter tous ces professeurs excellents, ces enseignants. Les enfants ont beaucoup de chance aujourd'hui. Et même aujourd'hui, encore une fois de plus, comme le dit Dr Massamba, nous avons envie d'aller revoir tous ces classiques grâce au professeur Diagne. Moi, j'ai tout juste, après l'émission, d'aller voir cet excellent livre de Rabelais. Et c'est l'occasion de remercier mon ami Cheikh Ndiaye, parce que ce n'est pas facile le déplacement. Donc, il a beaucoup participé à que je sois ici aujourd'hui. Félicitations encore à M. Thior pour la belle prestation. Voilà, merci beaucoup, inspecteur. Merci beaucoup, M. Thior. Merci aussi à M. Diaw, professeur de mathématiques. Nous avons vu avec lui les nombres complexes. Et n'oubliez pas, chers apprenants, les exercices. Nous avons la journée pour revoir le cours, revoir les exercices. Inspecteur Massamba. Pourquoi j'ai dit inspecteur Massamba? Docteur Massamba, vu que ça revient, ça vient. J'ai tendance à dire docteur Dame Sec, inspecteur Massamba Gueye, mais bon, je pense que c'est l'inverse. Docteur, vous étiez avec nous dans la salle des profs. Voilà, nous finissons encore aujourd'hui et tout en beauté avec M. Diagne Sakura. Merci. Aujourd'hui, juste préciser que
C'est bien si on le confond, inspecteur et moi. C'est vrai, on est tous cartésiens. Donc c'est là la polyvalence à la salle des professeurs, le corps enseignant, le cadre de l'enseignement est un cadre global, mais nous sommes tous pareils. Je voudrais juste solliciter notre jeune collègue Thior pour lui demander aussi de nous proposer d'autres cours parce que je retiens sa qualité d'expression, je retiens la clarté de sa démarche et aussi la concision de ses objectifs pédagogiques qu'il arrive à toucher très facilement et le mettre en lien aussi avec M. Diaw. Moi, pour la première fois aujourd'hui, je comprends que les nombres complexes ont 3 types d'écriture. Ça n'a jamais été aussi clair dans ma tête. Aujourd'hui, je retiens cette formule. Il a l'habitude de revenir à l'intérieur de son cours pour faire des synthèses, des annonces avant de partir des prérequis pour avancer. C'est un grand pédagogue que nous avons reçu aujourd'hui. Je lui proposerai aussi de revenir pour proposer d'autres choses et rendre aussi simple des choses complexes comme ces cours en terminale S. Je terminerai par Jean-Cyr Sakura Diagne pour lui dire que c'est toujours un plaisir. Son texte me touche moi particulièrement parce qu'il parle de la mort d'une femme qui laisse des enfants. Vous comprenez la raison pour laquelle ce texte me touche profondément. Je l'avais toujours enseigné, mais j'en ai une toute autre lecture aujourd'hui. C'est aussi la force des bons enseignants d'être de très grands pédagogues. Je suggérerais aussi qu'ils reviennent autant sur le classicisme, sur le siècle des Lumières, avant d'arriver vers le romantisme et le surréalisme, qu'on le garde aussi en séquence pour que les élèves puissent suivre un seul professeur dans ce qu'on appelle les courants littéraires, avant de revenir sur les genres littéraires. Je voudrais saluer l'ensemble des professeurs et leur dire que nous sommes là. La salle des profs va continuer jusqu'au 2 juin. Au-delà du 2 juin aussi, il y aura des élèves qui ne seront pas en classe. Nous faisons la promesse de continuer parce que nous savons qu'à tout moment, les difficultés, manque de la fatigue, Mao, toi et toute l'équipe, vous êtes là. Et je voudrais vous dire merci du fond du cœur et donner rendez-vous pour le prochain cours. Merci beaucoup, docteur Massamba, et encore une fois, très très bon courage à vous, très très bon courage à toute la famille. Et sachez que dans la salle des profs de la télévision Futurs Médias, nous sommes de tout cœur avec vous. Vous êtes à la maison, mais nous considérons que vous êtes là dans la salle des profs, même pas dans l'antichambre, mais carrément sur le plateau. Et sachez que c'est toujours un plaisir de partager avec vous. En plus d'être un collègue sur le plateau, vous êtes un père pour l'équipe de la salle des profs de la télévision Futurs Médias. En tout cas, très bon courage à toute la famille. Bon courage, nos pensées à vous. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, chers apprenants. J'espère qu'aujourd'hui encore, vous avez aimé les différentes présentations qui ont été ici dans la salle des profs de la télévision Futurs Médias, que vous avez pu découvrir avec les différents enseignants. Sachez toujours que c'est un plaisir de vous servir. Encore une fois, avant le Ndogou, n'oubliez pas, essayez de revoir les cours, essayez de revoir les notes et pourquoi pas quelques 10 pages de votre livre de la semaine. Je vous l'avais dit hier, pour cette semaine, nous sommes avec Fatidien et c'est dans la chambre 7 où l'histoire de Khadim Mariem qui nous raconte son enfance, son adolescence, sa profession et cette lumière qui va arriver dans sa vie. Vous voulez que je vous dise tout? Non, je refuse. Je garde le reste pour moi. Allez, très très bon courage et comme j'ai l'habitude de vous le dire, ensemble, Inch'Allah, nous y arriverons. Courage à tous. Merci beaucoup.